je disais, les pays du G5, ce sont les pays qui ont décidé de s'organiser entre eux sur la base de la perception de la communauté des risques auxquels ils sont confrontés. Dans l'immédiat, le risque de trafic à grande échelle, le risque terroriste, bon, on pourrait aussi dire les problématiques liées à la désertification. C'est vrai que ce sont aussi des pays dont une part de leur territoire est occupée par des zones désertiques, vraiment des zones arides désertiques. Le Sénégal, en particulier, n'est pas confronté à ces trois risques de la même manière. Voilà. Alors après, bon, les relations entre le Sénégal et les différents pays sahéliens sont pas de ma compétence. Hein. Ce sont des pays souverains qui décident de s'organiser, d'établir les relations qu'ils souhaitent entre eux. Le Sénégal, qui est géographiquement rattaché à cet ensemble sahélien, incontestablement, et encore une fois, merci, tant mieux pour lui, n'est pas confronté au risque terroriste de la même manière. Maintenant, je crois qu'il est clair aussi que tous les États voisins doivent établir entre eux, consolider entre eux les meilleures relations. Ils ont évidemment de multitudes de relations. Le Sénégal a une multitude de relations avec la Mauritanie, avec le Mali en particulier. Bon, voilà. Mais il y a un moment, alors c'est un petit peu ce qui fait le charme de toutes les organisations internationales. Il y a un moment où on met la barrière, quoi, où on dit celui-là est membre, celui-là est pas membre. C'est toujours un sujet très, très compliqué. Des pays partagent en commun un certain nombre de choses et puis pas d'autres choses. Bon. Et après, c'est une décision politique de dire, voilà, donc on entre ensemble dans un même processus ou on n'entre pas ensemble dans un même processus. Donc ça, c'était cette question-là. Alors après, qu'est-ce qu'on avait comme question là ? Les inégalités. Bon, les inégalités, c'est clair que dans tous les États sahéliens, il y a des inégalités importantes qui prennent des formes variées, bon, que vous connaissez aussi bien que moi, des communautés, des organisations tribales, des divisions ethniques, et tout ça, c'est des choses qui sont pas non plus si faciles à qualifier, on le sait bien, des inégalités économiques, des inégalités régionales. Et c'est vrai que pour l'Union européenne, on a toujours été très sensible à ces questions d'inégalité, qui sont un facteur de conflit partout, d'autant que, bon, on est effectivement dans une période historique, dans la région comme ailleurs, hein, où les inégalités ont tendance à augmenter beaucoup. C'est un élément d'instabilité sociale, c'est un élément de crise sociale. Il y a partout des phénomènes de concentration de richesses qui sont toujours des sujets importants. Pour la communauté internationale et notamment pour l'Union européenne, les questions de lutte contre la pauvreté ont toujours été une thématique extrêmement forte. Les Nations Unies, d'ailleurs, dans la réflexion aujourd'hui sur la suite des objectifs du millénaire, tendent à faire de la lutte contre les inégalités un objectif en soi. Bon, parce que c'est une question de justice, d'injustice, et une question d'efficacité économique et sociale que de remédier aux inégalités les plus criantes. Donc pour l'Union européenne, c'est évidemment un thème très important d'accompagner toutes les politiques de lutte contre les inégalités. Alors le problème, c'est que les politiques de lutte contre les inégalités, elles sont jamais suffisantes parce que il y a toujours des inégalités et qu'à chaque fois, on est confronté à la question de savoir quel est le niveau d'inégalité qui est inadmissible, qu'une société peut supporter ou pas supporter. Bon, le président m'a rappelé que la Mauritanie était engagée dans des politiques de lutte contre les inégalités les plus fortes sur le plan géographique, sur le plan social, depuis un certain nombre d'années. Il m'a rappelé des initiatives qui avaient été prises. Bon, l'ambassadeur connaît beaucoup mieux que moi dans le détail. Voilà. Donc ça, c'était la deuxième question. Les autres questions, c'était quoi la question, en fait, c'était, vous avez déjà évoqué avec le président cette question des inégalités, mais est-ce que la même question a été évoquée avec la société civile? Bon, je ne les ai pas vus, je les vois cet après-midi, la société civile, mais on va sûrement pas. Certains exemples, il y a beaucoup de choses qui ont été faites pour lutter contre l'esclavage, comme la Cour, comme les lois criminalisant, mais en même temps, les ONG disent que ça, c'est pour la consommation internationale. Bon. Donc, voilà. Et que cette Cour qui a été instaurée il n'y a pas longtemps n'a pas encore statué sur un cas d'esclavage. Et en même temps, il y a les ONG de défense des droits
images qui révèlent des cas d'esclavage. Donc comment expliquer tout cela et en même temps l'arrestation d'un militant des droits de l'homme qui était un Daoud? Bon, je crois que tout ça, c'est la complexité de la société mauritanienne que vous connaissez beaucoup mieux que moi, et c'est aussi la complexité de la question des ONG, on pourrait dire. Bon, la société civile, les ONG ont partout un rôle très important à avoir dans l'ensemble des pays de la région. Le fait est qu'il y a une politisation des ONG qui tendent à placer un certain nombre de sujets sur un plan politique. Donc on est toujours un peu embêté parce qu'il y a un moment où les ONG dont la vocation initiale est de défendre des causes non politiques, des causes purement sociales, s'engagent sur un terrain politique sur lequel on n'est pas obligé de les suivre proprement dit en tant qu'acteur international, et on n'a pas envie d'entrer dans les débats de politique intérieure de la Mauritanie comme des autres pays. Bon, ce qui n'empêche pas de reconnaître que des opposants peuvent dire des choses intelligentes, peuvent dire des choses justes sur un pays, c'est toujours un peu la même chose. Mais c'est vrai que lorsque des ONG, lorsque la société civile deviennent des acteurs politiques, bon, pour la communauté internationale, c'est toujours un sujet un petit peu délicat parce qu'on a envie de continuer à travailler avec elles parce qu'elles remplissent des fonctions sociales tout à fait importantes, notamment dans les pays sahéliens, dans un pays comme la Mauritanie. Pour l'instant, pour autant, on n'a pas envie d'être engagé dans un débat politique sur une pente politique. Bon, cette question de l'esclavage en Mauritanie, moi je ne suis pas du tout spécialiste de ça. Elle fait l'objet de débats, d'analyses, de rencontres, d'études, d'expertises depuis très longtemps. Voilà. Il y a incontestablement eu des lois, des mesures qui ont été prises par les autorités mauritaniennes, depuis longtemps. Alors, on peut dire, les autorités n'en font pas assez. Bon, je ne sais pas, je suis incapable de me prononcer là-dessus. On sait bien que on plonge dans les complexités de la société mauritanienne. Bon, la structure de la société mauritanienne, elle est comme elle est. Il y a des évolutions qui ont lieu. Je pense que les évolutions vont dans le bon sens. Encore une fois, là, je parle un peu sous le contrôle de l'ambassadeur. Les orientations qui sont prises, elles vont dans le bon sens. Il y a une volonté de démocratisation, une volonté de lutte contre les inégalités en Mauritanie. On peut tout à fait comprendre aussi ceux qui disent ça va pas assez vite, ça va pas assez loin. Bon, c'est toujours le problème des inégalités dans un pays, surtout quand elles sont criantes. Bon, voilà, et on a le même problème un petit peu partout d'une certaine manière. Donc plus un gouvernement luttera contre les inégalités, plus la communauté internationale et notamment l'Union européenne sera contente parce que l'égalisation des conditions fait partie des valeurs qui animent les politiques publiques européennes en particulier, en évitant des aspects caricaturaux. Donc il y a eu des rapports qui ont été faits effectivement sur les situations sociales qui se rattachent parfois ou sont assimilées à l'esclavage. Donc est-ce que c'est esclavage par esclavage? Vous savez tous comme moi que c'est des situations extrêmement complexes à qualifier autour de ça. Voilà, ça sur cette question. Et puis, bon, évidemment, les Nations Unies regardent ces questions, ce qui est qualifié d'esclavage très attentivement. Il y a un processus qui a été engagé par la Mauritanie avec les Nations Unies. Donc, bon, est-ce que la Mauritanie peut en faire plus? Est-ce que la Mauritanie doit en faire plus? Bon, encore une fois, plus la Mauritanie ira loin dans ce domaine de lutte contre les inégalités extrêmes, plus la communauté internationale ne pourra que s'en résoudre. Mais vous savez comme moi que l'arbitrage entre les différentes politiques publiques, entre les priorités, c'est toujours un sujet complexe. Voilà, je pense que la Mauritanie est engagée incontestablement dans une bonne direction sur tout ça. Bon, alors la situation de M. Biram, donc j'en ai un peu entendu parler. Il y a des médias européens qui sont sensibilisés là-dessus. Bon, je vois que plutôt M. Biram est enfin, d'abord, vous avez dit défenseur des droits de l'homme. Bon, c'est un homme politique mauritanien, d'abord, quoi. Je comprends des choses comme ça. Donc, il défend un certain nombre d'idées, il prend position sur un certain nombre de sujets. Et il a sa stratégie politique, ce qui est parfaitement respectable, hein, c'est parfaitement logique.
les droits de l'homme peuvent parfaitement, les thématiques des droits de l'homme peuvent parfaitement être utilisées dans des problématiques politiques. C'est parfaitement respectable. Bon, je comprends que les choses sont traitées aujourd'hui par la justice, par les institutions judiciaires. Et il est souhaitable que les choses suivent leur cours le plus possible. Alors c'est vrai qu'en tant qu'Européens, nous on trouve toujours un peu bizarre qu'un homme politique puisse être incarcéré à un moment donné, à la limite, quel que soit ce qui s'est passé. C'est un peu la sensibilité européenne. Bon, en même temps, les autorités mauritaniennes disent la société mauritanienne est complexe, il y a des tensions latentes, il y a des tensions ouvertes. Il ne faut pas jouer avec le feu. Donc on peut aussi tout à fait comprendre ce type de raisonnement, là. Je crois que la priorité aujourd'hui, c'est que le cours de la justice soit respecté, que les choses avancent comme elles doivent avancer dans un cadre légal. Bon, encore une fois, c'est vrai que je suis européen, donc les Européens trouvent bizarre qu'un homme politique soit incarcéré, effectivement. Bon, la Mauritanie a des lois. Les autorités mauritaniennes ont à cœur d'appliquer ces lois. Je crois que c'est très important que la Mauritanie affirme petit à petit sa situation d'état de droit. Le président a fait beaucoup dans cette direction. Les gouvernements successifs ont fait beaucoup dans ce domaine-là. Et moi, je ne suis pas du tout de ceux qui pensent que la communauté internationale doit donner des leçons en permanence. Parce que c'est pas comme ça que les choses avancent, c'est pas comme ça qu'un pays avance. Voilà. Bon, alors j'ai un engagement à 1 heure. Hein. Je suis voilà. Dernière question. Un retour au terrorisme. C'est bien que vous permettez. Pardon? Vous permettez. Bien sûr, monsieur. Oui, bien sûr. On sait bien que les organisations terroristes de terrain bénéficient de certains avantages importants, notamment des relations avec les populations locales, dans le nord du Mali surtout, et le paiement de rançons à certains pays dont des ressortissants ont été pris en otage. Je voudrais savoir que fait l'Union européenne sur ces deux axes. C'est la question du paiement des rançons, et c'est la question de l'action des terroristes avec les populations. Bon, ça c'est 2 sujets différents. Est-ce qu'il y a une position officielle de l'Union européenne sur la question du paiement des rançons? J'avoue que je ne sais pas. Je crois pas. Je ne crois pas qu'il y ait de position officielle décidée là-dessus. Bon, vous savez comme moi que c'est un sujet extraordinairement compliqué. Un État a toujours à cœur de faire le plus possible pour permettre la libération de ses ressortissants qui sont dans des situations dramatiques. Pour autant, évidemment, personne ne souhaite que tout ça puisse se faire dans des conditions qui renforceraient les moyens des groupes terroristes. Donc c'est toujours une question très, très, très complexe. Certains États sont prêts à, entre guillemets, sacrifier leurs ressortissants. C'est vrai que ce n'est pas la sensibilité européenne dominante, donc c'est toujours un sujet extrêmement complexe. Voilà, donc il n'y a pas de position officielle claire et nette de l'Union européenne là-dessus. On est 28 États. Bon, vous comprenez bien que sur un sujet aussi délicat, c'est assez complexe. On se réjouit quand même toujours de la libération d'un homme ou d'une femme. Non, c'est clair. Hein. Et puis ça contribue quand même aussi à détendre un peu l'atmosphère, à détendre la situation. Bon, ce qui est dramatique, c'est que des gens soient pris en otage. Voilà, c'est ça qui est vraiment dramatique, que des gens soient détenus en otage. C'est ça qui est vraiment, vraiment dramatique. Bon, pour le reste, il faut que les choses évoluent, et les choses évoluent le mieux possible. Alors l'autre question, bon, ça c'est assez compliqué parce que c'est aussi controversé. Vous savez comme moi que les groupes terroristes dans le Nord Mali sont nombreux, ils sont plusieurs. Bon. Certains ont plus de contacts que d'autres avec la population. Bon. Voilà. Donc nous souhaitons qu'une chose, c'est que les populations arrivent à distinguer vraiment ceux qui sont terroristes et ceux qui ne sont pas terroristes, que toute forme de complicité arrête. L'une des choses que nous espérons
des futurs accords d'Alger. Moi, je suis optimiste, je parle toujours des accords d'Alger, donc on me fait remarquer, mais il n'y en a pas encore. Bon, je pense qu'il y en aura, parce qu'il faut qu'il y en ait, L'une des choses que nous espérons des accords d'Alger, c'est que petit à petit, toute relation entre des groupes qui auront signé ces accords d'Alger et puis des groupes qui les auront pas signés parce qu'ils sont dans le terrorisme cesseront petit à petit et qu'il n'y aura plus aucune ambiguïté dans ce domaine-là et qu'un processus politique pourra s'imposer petit à petit. Il faut éradiquer le terrorisme de la planète, évidemment, et en particulier de la région sahélienne, parce que c'est un drame pour tout le monde, pour tous les États, pour toutes les populations. Il faut en sortir. Voilà. Et la clé, le cœur de l'objectif immédiat, qui est celui du processus d'Alger ou du travail de pacification du Nord-Mali, c'est de mettre un terme à ce terrorisme et que les gens puissent vivre normalement petit à petit, qu'un processus de développement puisse renaître et aller jusqu'au bout de là où il doit aller dans l'intérêt de tous. On accuse les MNLA d'être derrière les derniers attentats au Nord-Mali, notamment à Kidal. Le MNLA? Ouais. Oh non, je crois pas. Des derniers attentats à Kidal? Dernière question. Non, C'était la dernière question. Enfin, le MNLA? Est-ce que vous êtes satisfait du bilan réalisé jusqu'à présent par le G5? Le G5 est une organisation très récente. Le G5 est en train de s'organiser. Donc vous savez sans doute, il va probablement y avoir des réunions la semaine prochaine du G5. Il y a jusqu'à présent des réalisations dans les domaines sécuritaires. Alors que dans les domaines du développement, les aspirations sont en deçà de... Le G5 est vraiment une structure très naissante, très récente. Donc plusieurs personnes m'ont dit avec raison, laissez le G5 s'organiser petit à petit. On a besoin de temps pour s'organiser. Donc il y a eu une réunion sur la sécurité, effectivement, mais tout ça reste vraiment très embryonnaire. C'est normal que ça prenne du temps. C'est long, mais j'ai pas dit de bêtises. Non. Je monte un moment, c'est quelque chose dans le bureau, je monte un moment au bureau. Je vais montrer pour que... ¿Cómo hacemos entonces? ¿Nos vemos directamente el partido en el 4? ¿Pero nos damos cita aquí o nos vemos directamente? Vas a buscarles a...